Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast Entrepreneurs Productives, le podcast qui accompagne les entrepreneurs à gagner en efficacité et à se libérer du temps pour s'épanouir dans leur business et dans leur vie. Je m'appelle Milena et je suis coach en productivité et organisation. Ici, je vous partage mes conseils, méthodes et astuces pour devenir plus productive et développer votre business dans la joie et la bonne humeur. Alors sans plus attendre, je laisse la place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour à toutes et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast. Je suis trop contente de vous retrouver parce qu'aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur le podcast une entrepreneure incroyable qui est aussi une mentor pour moi, Aline, qui est coach business chez The Bee Boost. Donc Aline, je l'ai découverte il y a plus de 3 ans déjà avec son podcast Je peux pas, j'ai business. Et elle m'a accompagnée pendant des mois sur mon trajet pour aller au travail quand je développais mon blog à côté de mon travail salarié. Et j'ai appris déjà énormément rien qu'avec tous ces contenus gratuits. Alors forcément, quand elle a sorti la première fois son programme business, la BSB Academy en septembre 2020, j'ai pas beaucoup hésité pour rejoindre l'aventure. Et clairement, c'est cette formation, qui est bien plus qu'une formation d'ailleurs, qui m'a vraiment permis de développer l'organe millénaire et de quitter sereinement mon boulot salarié pour me lancer à plein temps dans l'entrepreneuriat. Dans cet épisode, Aline nous partage ses meilleurs conseils de productivité, les outils qu'elle recommande, ce qu'elle ferait différemment si elle devait tout recommencer à zéro. Bref, un épisode plein de valeurs et de bonne humeur, comme Aline sait si bien le faire. Et comme dans les prochains jours, la BSB Academy va réouvrir ses portes, j'ai réussi en plus à lui soutirer pendant l'interview des informations exclusives sur cette toute nouvelle version du programme. D'ailleurs, à l'occasion du lancement de la BSB Academy, Aline propose une toute nouvelle masterclass offerte. Le sujet Red List 6 choses à changer immédiatement dans votre business pour le faire décoller en 2022. Je vous mets le lien pour vous inscrire dans la description de cet épisode. Si vous n'avez jamais assisté à une masterclass d'Aline, vous pouvez vous attendre à un super contenu, un bon boost de motivation. Donc vraiment, ne ratez pas ça. Moi, j'ai clairement prévu d'y être. Et sur ce, je laisse la place à notre conversation avec Aline de The Bee Boost. Bonjour Aline et bienvenue sur le podcast Entrepreneurs Productives. Je suis trop contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Hello Milena, écoute, je suis très contente d'être là aussi. Merci de ton invitation. Merci à toi d'avoir accepté. Surtout qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet, je pense que tu adores autant que moi, l'organisation, la productivité et tout ça. Et tu as plein de pépites à nous partager, notamment pour les personnes qui sont lancées il n'y a pas très longtemps, qui démarrent en business. Je sais que tu as dépassé ce stade-là, mais que tu y étais il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je suis sûre que tu vas pouvoir nous partager énormément de choses là-dessus. La team organisation est dans la place, genre je suis trop prête, j'ai trop de trucs à dire, j'ai super hâte, donc allons-y, balance la sauce. Parfait. Allons-y, let's go. Et du coup, donc pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, s'il y en a, ou qui ne sauraient pas encore qui tu es, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais ? J'espère bien qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas encore, t'imagines la prétention sinon. Du coup, je m'appelle Aline et je suis coach business chez The Bee Boost. Et en gros, en résumé pour les auditeurs, mon métier consiste à créer des formations en ligne pour accompagner les entrepreneurs dans le développement de leur business, tout spécialement quand ce sont des entrepreneurs qui se débutent, qui se lancent ou qui se sont lancés il y a quelques mois et qui n'arrivent pas encore tout à fait à vivre de leur activité, qui se demandent mais qu'est-ce que je fais de mal ? Et généralement, c'est là que j'interviens. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que c'est ton parcours ? Comment est-ce que tu en es arrivé à faire ça ? Puisque j'imagine que tu ne t'es pas réveillé un bon matin en te disant « Tiens, je vais accompagner les entrepreneurs à développer leur business. » Comment est-ce que tu en es arrivé là ? Un petit peu toute l'histoire derrière The Bee Boost. Mais en vrai, c'est presque ça l'histoire, tu sais. Alors, la vraie histoire, si on remonte un petit peu, remontons en 2015-2016, je me mets à mon compte en tant que freelance. Donc, j'étais à l'époque retoucheuse photo. Mon métier consistait à retoucher les visuels photographiques des grosses marques de luxe. J'adorais ça. Et en fait, l'histoire, le storytelling, c'est que suite à une rupture amoureuse, j'étais un peu désœuvrée. Le soir, le week-end, je savais pas trop quoi faire. Et je me suis effectivement réveillée un beau jour en me disant « Je vais créer un blog ». Alors, d'où ça sortait, je ne sais pas, parce qu'à l'époque, la seule connaissance en blogging que j'avais, c'était le Skyblog que j'avais au collège et au lycée, comme on avait toutes, tu vois. Je te vois rigoler, je sais que tu as ton Skyblog aussi. Et on avait MSN avec les Wiz. Enfin bref, on va pas commencer à repartir là-dessus.
Et du coup, je me suis dit, je vais créer un blog, ça va m'occuper. Et sur ce blog, je vais partager toutes mes astuces et tous mes conseils aux autres freelances pour les aider à trouver des clients, tout simplement parce que moi, je n'avais aucun problème à avoir des clients. J'avais même une liste d'attente. Et je me disais, il y a quand même des gens qui galèrent. Peut-être que j'ai 2-3 petits trucs qui pourraient forcément les aider. Et moi, ça va m'occuper d'avoir ce blog. J'ai monté ce blog qui s'appelle The Bee Boost. Enfin, directement, c'était le nom qui a popé dans ma tête. Et après quelques heures de recherche, c'est le nom que j'ai décidé d'adopter. Et j'ai commencé à poster dessus à peu près toutes les semaines. Sauf que, on le sait, quand on est entrepreneur, on a le goût du challenge. Et très très vite, on se retrouve à taper sur Google « Comment développer son blog ?» Et là, on tombe sur un mot inconnu au bataillon qui s'appelle « Marketing digital ». Et on se dit « Ah, mais ça a l'air cool ça !» Et en fait, je me suis prise au jeu, je me suis prise au challenge. Et je me suis dit « Mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ce blog ?» Et surtout, jusqu'où je vais pouvoir l'emmener. Donc vraiment, j'y suis allée all-in par pur goût du challenge puis curiosité. Et au final, 1 an après, c'est devenu mon métier à temps plein. Et je suis devenue coach business à temps plein. C'est beau. Une belle histoire qui est en plein développement et qui n'a pas fini encore de grandir, je pense. Une belle histoire qui aujourd'hui est en train de partir dans des dimensions stratosphériques. Je ne m'y attendais pas, mais je suis la plus heureuse. Et du coup, bon, aujourd'hui, The Bee Boost, c'est plus un petit blog géré par Aline toute seule du fond de son canapé. Il y a toute une équipe derrière maintenant. Mais du coup, il n'y a pas si longtemps que ça, tu étais toute seule à gérer. Comment est-ce que tu t'organisais à ce moment-là pour créer en fait tout le contenu? Parce que, on va pas se mentir, tu crées quand même énormément de contenu gratuit depuis très longtemps, avec une régularité qu'on voit très très peu, je trouve, sur les réseaux, plus tous les produits, enfin toute la gestion client et tout. Comment tu faisais pour gérer tout ça en fait? Alors, niveau organisation pure et dure, j'avais un petit système à la semaine. En fait, je fonctionne beaucoup et encore aujourd'hui avec des journées thématiques. Donc en fait, dès le début, je m'étais dit, le lundi, c'est ma création de contenu. C'est-à-dire qu'en fait, tous les lundis, le matin, j'enregistrais mes épisodes de podcast, parce que j'ai aussi un podcast. Et l'après-midi, je rédigeais l'article SEO sur mon blog qui allait avec. Je programmais le tout et je faisais aussi mes posts Instagram de la semaine et je programmais tout. Et après, du coup, j'étais tranquille pour le reste de la semaine. Donc ça me faisait une grosse journée de création de contenu. Mais ensuite, le reste de la semaine, je pouvais soit avoir mes clients, soit faire du démarchage, soit créer des formations aussi. Donc je m'organisais beaucoup comme ça. Et j'aimais bien me dire que j'avais une journée de création de contenu, une journée qui était plus autour de la formation. J'appelle ça la journée de travail sur le business, où c'était je me forme, je fais l'administratif, de la réflexion stratégique, des choses comme ça. Donc ça, c'était le mardi. Et mercredi, jeudi, vendredi, c'était le travail avec mes clients. Donc les appels découvertes, les coachings, etc. À l'époque où je faisais encore du coaching individuel. Et le samedi, dimanche, théoriquement, c'était repos. Bon, théoriquement, je ne crois pas qu'il y ait un seul week-end depuis la création de The Bee Boost où j'ai pas du tout consulté le business, les mails, le compte Instagram. Mais théoriquement, c'était repos. Après, voilà, on en parlait un petit peu en off avant d'entamer l'épisode de podcast. J'ai la chance, en tout cas dans mon cas, d'être célibataire sans enfant, ce qui fait que s'il y a besoin de faire des journées de 14 heures, des fois, je peux les faire. Et ça, je pense qu'il faut aussi le souligner, dans le sens, je crée beaucoup de contenu, oui, mais c'est pas que j'ai que ça à faire de mes journées, mais j'ai la chance d'avoir des journées à rallonge quand elles ont besoin de l'être. Oui, c'est important aussi de se rappeler que voilà, on n'a pas toutes les mêmes contraintes et que parfois, voilà, il faut savoir aussi prioriser. On peut pas tous passer 14 heures à créer du contenu ou à gérer des urgences, etc. Mais ça reste quand même toujours impressionnant. Moi, je suis impressionnée par tout ce que tu arrives à créer. Bon, même si je sais qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément que toi derrière, mais c'est vrai que toute la régularité et tout... Et puis, on le dit souvent, hein, la régularité sur les réseaux sociaux, sur la création de contenu, ça paye. Bon, je pense que The Bee Boost en est un bon exemple. C'est pas toujours facile, hein. Il y a des soirs où je me retrouve à rédiger mes newsletters le dimanche à 1h du mat en rentrant de soirée, sachant qu'elle va partir le lundi à 7h. Mais effectivement, je pense que c'est beaucoup aussi d'autodiscipline plus que de régularité, parce que comme tout le monde, hein, il y a plus de moments où j'ai pas envie d'enregistrer mes épisodes de podcast. Généralement, les jours où je dois enregistrer, je me connecte le matin et je me dis, en fait, j'ai pas envie d'enregistrer, je le fais quand même parce que ça a été prévu comme ça et que c'est trop facile de lâcher une fois et qu'après on sait ce qui se passe généralement quand on commence à faire une exception. Je pense que c'est plus de l'autodiscipline que vraiment de la régularité, quoi. Oui, c'est sûr. Et du coup, est-ce que tu aurais 3 conseils productivité que tu pourrais nous partager qui seraient applicables justement pour des entrepreneurs qui se lancent tout juste, qui démarrent dans le business pour être plus efficaces, gagner du temps au quotidien? Je pense qu'on a déjà commencé à le parler. La première, ce serait ces fameuses journées thématiques. Dans le sens, en fait, quand notre cerveau est câblé en mode création de contenu, on aura beaucoup plus de facilité à créer du contenu pendant 2, 3, 4 heures à la suite, plutôt que de faire un peu de création de contenu, ensuite un peu d'administratif, ensuite un appel client, ensuite ci, ensuite ça. Et en fait, le fait de sauter de tâche en tâche, même si c'est de 2 heures en 2 heures,
VS regrouper les tâches qui sollicitent les mêmes zones de notre cerveau à la suite, c'est quand même beaucoup plus efficace et on a aussi l'impression d'avancer beaucoup plus vite. Donc ça, ce serait la première astuce, de se faire des petites journées thématiques dans la semaine, puis c'est aussi bien pour s'organiser et c'est bien aussi de ne pas prendre des calls tout le temps qui entrecoupent nos journées de travail, qui coupent la concentration, etc. La deuxième astuce, c'est... Alors, moi, c'est une astuce vieille comme le monde, mais la fameuse to-do list. Hein. Mon cerveau, Milena, est une passoire. C'est-à-dire que si ce n'est pas marqué dans mon agenda, je vais l'oublier. Si ce n'est pas dans ma to-do list, je vais l'oublier tout simplement parce qu'il y a tellement de choses auxquelles j'ai besoin de penser, et pas que moi, en fait, tout le monde. Et encore une fois, je pense aux mamans et tout qui sont sursollicitées en termes de charge mentale. Tout noter. Il faut que tout soit noté. Et quand on commence à se dire « Non, mais ça, je vais m'en souvenir. Hein. » Non, on va pas s'en souvenir. On va l'oublier. Donc, note-le. Donc, effectivement, tout est noté. Tout est dans un calendrier quand il y a besoin que ce soit dans un calendrier. Quand je sais que je vais avoir besoin d'un rappel parce que je vais l'oublier, je me mets un rappel et je le fais tout de suite, en fait. Je me dis pas « Je le ferai plus tard », je le fais tout de suite. Et du coup, j'ai ma to-do list à la journée. Alors, ça veut pas dire qu'elle est pas flexible. Ça veut pas dire que je peux pas reporter des trucs si j'ai envie de le faire ou si j'ai finalement envie de prendre l'après-midi off ou des choses comme ça. Mais ça me rassure en termes de charge mentale et même en termes de sérénité, de me dire que tout est là. Ah mais c'est sûr, de toute façon, le cerveau n'est pas fait pour retenir de l'information. On nous a fait croire ça à l'école ou tout ça, essayer de nous gaver là, de trucs, mais le cerveau à la base il est fait pour réfléchir, il n'est pas fait pour stocker de l'information. Par contre, les ordinateurs, les livres, les cahiers, tout ça, ils le font très très bien. Et encore heureux parce que... Autant Google, quand on lui dit Google Agenda, on lui dit rappelle-moi que à midi, vendredi prochain, j'ai rendez-vous chez le coiffeur, il va nous faire un rappel vendredi prochain à midi, mais notre cerveau, il va nous faire un rappel mercredi à minuit, jeudi à 14h, mais jamais vendredi à midi, quoi. Exactement. Donc, faut arrêter d'essayer de compter sur son cerveau là-dessus. Fait pour réfléchir. Je pense que le cerveau, enfin en tout cas, je me souviens que quand j'étais étudiante, mon cerveau, j'avais pas de to-do list parce qu'il se souvenait de tout. Et j'étais très fière de ça, je m'en vantais beaucoup, tu vois. Sauf que je me rends compte maintenant avec le recul que oui, il se souvenait de tout, mais parce que j'avais tellement peu de choses à réagir en même temps. Quand tu deviens vraiment adulte, après tu te rends compte que ça marche plus du tout comme théorie, tu vois. Et du coup, la troisième astuce, je sais pas si c'est une astuce ou un conseil, c'est les fameux chronotypes dont je parle énormément, et je pense que tu as déjà dû en parler forcément sur ton podcast. Le fait de commencer à connaître mon chronotype et aussi à connaître mon cycle, donc je traque beaucoup mon cycle féminin, et ça aide tellement, le chronotype et ça, à comprendre ta productivité, ton organisation, que déjà ça te déculpabilise beaucoup. Ouais. Le fait que des fois tu as des journées où tu es à plat, mais littéralement à plat, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe, tu regardes où t'en es de ton cycle, et en tant que femme tu te dis ah bah oui d'accord, ok, je comprends, tu vois. Et en fait déjà ça te déculpabilise, mais surtout tu as beaucoup moins de mal à te dire bah aujourd'hui je vais prendre du recul, je vais peut-être faire 2 ou 3 heures de boulot parce que je sens que mon cerveau de toute façon ne pourra pas faire plus, je vais me reposer et je sais que demain je serai au taquet. Donc ça, c'est pour moi un des conseils qui a vraiment changé ma manière de travailler. Et pareil pour les chronotypes. Moi, je suis du chronotype Lion. Et donc maintenant, c'est rare que je mette un réveil le matin quand j'ai pas de rendez-vous ou je suis vraiment sûre de vouloir me lever à temps pour assister au rendez-vous. Par contre, le fait, je ne prends plus aucun call le matin parce que je sais que c'est ma grosse période de productivité. Donc en fait, je sors mon contenu, je crée mon contenu, je crée mes formations, je fais toutes les tâches importantes le matin et c'est vraiment 0 appel autorisé sur ces plages horaires-là parce que je sais que c'est pas forcément le meilleur emploi de mon temps et je pense que ça m'aide énormément aussi. Et c'est vrai que les chronotypes, c'est vraiment... les chronotypes et de façon générale, mieux se connaître, en fait, c'est clé en termes de productivité et d'organisation parce que tu peux essayer de copier, on va dire, et d'utiliser toutes les astuces du monde que les autres personnes partagent. En fait, la clé, ça reste toi et la façon dont toi, tu fonctionnes. Et c'est vrai que... il y a l'exemple des chronotypes, le fait de savoir quand est-ce qu'on est plus efficace pour travailler sur certaines tâches, parce qu'effectivement... il y a des personnes qui vont être plus du matin, donc chronotype lion, plus du soir, chronotype loup, les ours, etc. Mais même, je pense qu'il y a des nuances aussi en plus dans tout ça. Et savoir vraiment comment toi, tu fonctionnes et quel est le moment le plus approprié pour certaines tâches. Moi, je suis exactement comme toi, je fais très très peu de calls le matin puisque c'est ma zone de productivité, de concentration. Je préfère largement les faire le soir, en fin de journée, dans l'après-midi. Le soir, pas trop, parce que à 20h, il n'y a plus personne, mais... Team mamie, quoi. La team mamie dans la place, team mamie tisane, allez. Voilà. Mais c'est clair que c'est vraiment... Et puis je trouve que c'est hyper déculpabilisant, comme tu dis, notamment je trouve pour les personnes qui sont de chronotype plutôt loup, qui travaillent plutôt efficacement le soir, ou justement à l'école, dans les emplois salariés, etc. Il y a un côté où il faut travailler, être efficace de 9h à 18h, parce que pour les personnes qui commencent à avoir leur pic de productivité à 17h, c'est pas facile.
En fait, elles ont passé des années souvent à lutter un peu contre leur propre mode de fonctionnement, qui en soi est pas plus mauvais ou moins bien que les autres, quoi. Exactement. C'est juste un décalage dans le temps, quoi. T'as tout dit. Donc du coup, merci pour les 3 conseils. Donc si on récapitule, on a donc conseil numéro 1, le batching, les journées thématiques. Donc une journée pour un thème, création de contenu, travailler sur son business, l'administratif, la formation, les clients, etc. Éviter de changer toutes les heures, toutes les 10 minutes entre 2 tâches. Conseil numéro 2, faire une to-do list, mettre tout ce qu'il y a dans son cerveau sur un papier, sur un outil, n'importe, dans son calendrier, son agenda, son bullet journal, son Notion, ce que vous voulez, mais pas dans votre cerveau parce qu'il n'est pas bon pour retenir l'information. Et conseil numéro 3, connaître son chronotype, suivre son cycle, vraiment être à l'écoute en fait de son mode de fonctionnement pour s'organiser en fonction. Trop bien. Merci pour ce récap et pour cette bonne mémoire. Et du coup, en parlant de to-do list et de façon générale d'outils, quels sont les outils, les applications que tu recommanderais à quelqu'un qui démarre justement en business pour gagner du temps, pour être plus efficace? Alors, tu l'as très bien dit, et on va quand même le répéter avant de commencer à détailler des outils précis. C'est bien de se connaître et de connaître ce qui fonctionne pour nous. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils auront beau tester toutes les applications du monde, s'ils sont plus performants sur papier, il faut rester sur papier, tu vois. Oui. Il n'y a pas de il faut forcément faire ci, il faut forcément faire ça. Donc, si vous êtes la team bullet journal ou carnet libre, mais grand bien vous en fasse, si c'est ça qui fonctionne pour vous, gardez cette habitude. Des fois, ça prend plus de temps et d'énergie de changer d'habitude et d'en créer une nouvelle. Même des fois, ça se fait dans la douleur. VS, continuer ce qui fonctionne déjà. Moi, je suis une grande fan de ne changeons pas ce qui fonctionne. Du coup, maintenant que le petit disclaimer est fait, et je n'arrive pas à croire que je vais dire ça parce que j'ai résisté à passer sur cet outil, mon Dieu. Notion. Alors toi, tu dis Notion, moi je dis Notion, comme il y en a qui disent les réels Instagram, moi je dis les Reels. Mais bref, on parle de la même chose. Notion, j'ai freiné des 4 fers pour aller sur cet outil. Mais vraiment, j'étais la première à dire « Ah non, c'est nul et tout, machin ». Mais en fait, non, c'est trop bien. Donc, je pense que c'est un outil qui est très adapté quand on débute parce que vraiment, il est simple à prendre en main. Il est gratuit, on peut faire à peu près n'importe quoi dessus. Ça va quand même jusqu'à des systèmes d'organisation assez avancés. Petite astérix, moi avec mon équipe, on utilise quand même ClickUp en termes de gestion de projet parce qu'on a besoin de fonctionnalités d'un vrai logiciel de gestion de projet. Donc Notion ne pourrait pas remplir absolument toutes les fonctionnalités dont on a besoin. Mais en tout cas, pour mon organisation personnelle, c'est ce que j'utilise aujourd'hui et c'est ce que je recommande aussi à tout le monde. C'est bien, en plus tu viens faire de la pub pour Notion. Et je m'y attendais même pas. Écoute, j'aurais voulu dire non, c'est de la merde, j'ai une meilleure solution. Mais j'étais sur Evernote pendant très très longtemps, ça me convenait très bien. Mais effectivement, quand tu passes sur Notion, il n'y a pas photo. Et j'ai un autre outil ou une autre application que je peux recommander. Alors, c'est peut-être pas à utiliser tous les jours, sauf quand on est freelance et qu'on facture au temps. Mais moi, j'aime beaucoup Toggle, qui permet de traquer le temps. Et en fait, je l'utilise de manière ponctuelle dans mon business quand j'ai envie d'auditer une semaine type dans mon business pour savoir exactement comment je passe mon temps quand je travaille. Et souvent, on fait des prises de conscience parce qu'on passe plus de temps sur certaines tâches ou moins que ce qu'on pensait. Et ça permet parfois de réajuster le tir. Exemple très concret, à un moment, mon équipe commençait à me faire chier pour que je leur délègue mes DM Instagram. Et moi, je disais, non, les DM Instagram, je les garde. Ça me prend 2-3 heures par jour, ok, mais je le fais le soir, tout va bien, etc. Et Lou m'a dit à un moment, non, Aline, je pense que ça te prend plus que ça. Je lui ai dit, mais non, ça me prend 2-3 heures par jour. Ok, je me connecte un petit peu au courant de la journée, mais le soir, ça me prend 2 heures et c'est bon. Pendant une semaine, j'ai traqué tout mon temps, y compris le temps, même à chaque moment où je me connectais sur mes DM, sur combien de temps je passais à répondre, entre 4 et 5 heures par jour. Voilà, mis de bout à bout. Donc là, on s'est dit, bon, ok, on va peut-être un jour commencer à déléguer, tu vois. Ouais, c'est hyper intéressant d'analyser son temps comme ça. Il y a Clockify aussi, qui est un peu l'équivalent de Toggle, qui fait à peu près la même chose. Et c'est vrai que généralement, on est assez mauvais pour estimer de toute façon le temps que nous prend une tâche. Déjà en amont, quand on doit la faire, et puis même après coup de se dire bon, c'est bon, ça m'a pris 1 heure, alors qu'en fait, ça a pris 2h30. C'est vrai que c'est hyper intéressant d'enregistrer vraiment sur des courtes périodes, parce que t'as pas envie de faire ça, de traquer tout à la minute près tout le temps. Mais ouais, sur des courtes périodes, c'est hyper intéressant à faire, et généralement, ça fait des belles prises de conscience. Ça paraît toujours un petit peu barbant et même un petit peu extrême aussi comme pratique. Mais en vrai, effectivement, c'est très important. Et je pense que plus en business, on sait que le temps, c'est la ressource la plus précieuse, quoi. Parce que c'est vraiment le truc, on est obligé de l'optimiser si on veut avoir un business qui fonctionne. Et en fait, plus on devient conscient de ça, plus on devient conscient aussi que stratégiquement, il faut organiser et répartir notre temps. Et que pour l'organiser et le répartir de manière
on va dire, efficace et fonctionnelle, faut connaître notre utilisation de notre temps. Et là, Toggl peut vraiment nous aider de manière neutre et objective. C'est ça. Il ne ment pas, lui. Il n'est pas biaisé. Non, mais c'est vrai, c'est exactement ça. Et donc, du coup, est-ce qu'il y a des outils, du coup, parmi ces outils-là qui te servent encore aujourd'hui ? Du coup, Notion, encore et toujours, et Toggl, du coup, tu fais ça régulièrement, cette audit de temps, c'est vraiment quand tu as un besoin particulier ou tu as une routine un petit peu de te dire tous les X temps, je vais faire une petite analyse. Je pense que j'ai pas forcément une routine, genre je peux te dire tous les 6 mois ou tous les 3 mois. Par contre, c'est dès que je sens que je commence à être débordée. En fait, c'est mon premier réflexe maintenant quand je commence à être débordée ou avoir l'impression d'avoir été occupée toute la journée mais qu'il n'y a rien qui a été fait, tu vois. Tu sais, des fois, tu as ces journées où tu as fait une journée de travail de 12 heures, mais quand tu fais ton bilan, tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? Tu es incapable de te dire ce que tu as fait concrètement et ce que tu as produit concrètement. Et là, quand je commence à me sentir dans ces eaux-là, je me dis bon, on va faire un petit audit Toggl. J'essaye généralement de le faire sur minimum 3 jours parce qu'une journée, c'est rarement représentatif. Ouais. Donc 3 jours minimum, une semaine, c'est le mieux. Et voilà, puis généralement, j'ai les prises de conscience qu'il faut à ces moments-là. Tu retrouves où est passé ce temps. Exactement. Du coup, je sais que quand tu as démarré The Bee Boost, tu étais aussi encore freelance en retouche photo. Donc tu faisais les deux en parallèle. Et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui nous écoutent, qui sont aussi dans ce cas-là à jongler, soit entre une activité salariée et le lancement de leur business à côté, ou avec plusieurs activités pour démarrer. Est-ce que tu aurais quelques conseils à leur donner spécifiquement pour arriver justement à gérer les deux de front ? Vaste sujet sur lequel on pourrait parler pendant des heures. Déjà, le premier point que je pourrais te dire, c'est que quand on commence un projet, normalement, on est passionné. Passionné en mode, on respire, on boit, on dort ce projet, on est excité, on a envie de travailler tout le temps dessus. Profitez de ce moment qui ne dure pas. Enfin, moi, je sais qu'il a duré 1 an et demi, tu vois, donc c'était quand même très long. Mais forcément, au bout d'un moment, cette excitation, on peut pas la tenir, c'est pas humain, tu vois, donc ça retombe et c'est normal. Mais profitez de ce moment pour faire des nocturnes, travailler le soir, travailler les week-ends, etc. C'est-à-dire travailler quand ça vous nourrit de travailler sur votre projet et ça ne vous prend pas de l'énergie. Parce qu'à un moment, la balance va se renverser et c'est normal, c'est ok, ça fait partie de la nature des choses, etc. Donc ça, c'est le premier conseil. Mais mettez un coup de collier tant que vous en avez envie et la possibilité. Le deuxième conseil, c'est de se bloquer des moments pour ça. Parce que si on attend, entre guillemets, d'avoir le temps, on l'a jamais le temps. On ne l'a jamais parce qu'il y a toujours des choses qui arrivent dans la vie, il y a toujours des imprévus, etc. Donc c'est vraiment de se bloquer le temps. Ça peut être 1 heure tous les soirs, ça peut être 30 minutes tous les matins, se lever plus tôt, 30 minutes avant pour avancer pendant 30 minutes, c'est toujours ça de prix. Ça peut être une journée dans le week-end et vraiment de s'y tenir comme on serait à une routine, comme on se dit, on se lave les dents tous les soirs. Je bosse sur mon business 30 minutes tous les matins, quoi, par exemple. Donc ça, ce serait le deuxième conseil. Et le troisième, c'est d'être très honnête avec nous-mêmes sur la priorité et la place qu'on souhaite donner. C'est-à-dire que tu vois, tu citais les personnes qui étaient salariées ou qui avaient peut-être un autre pan à développer, ou même les mamans, on en reparlait tout à l'heure. Si votre business passe après votre famille et après votre salariat, c'est totalement OK, mais vous ne pouvez pas du coup lui demander de décoller, de produire des résultats tout de suite. Et en fait, je pense qu'il faut être clair sur quelles sont nos priorités et ne pas s'attendre du coup à des résultats qui soient décorrélés de la priorité qu'on donne à notre business. Je suis complètement d'accord. Et puis c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, en plus dans l'entrepreneuriat en ligne, tout particulièrement, où on voit beaucoup de témoignages, de success stories, j'ai atteint 100 000 euros en 3 minutes 30 en bossant 1 heure par jour, etc. Je pense que c'est important de se rappeler que ça prend du temps en réalité de développer un business, ça prend du temps et quand on a un temps limité, qu'on n'est pas à 100% dessus, forcément il va falloir aussi revoir un peu ses objectifs et être réaliste aussi dans la façon dont on planifie les choses parce que oui, ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps et c'est normal et c'est pas grave. On n'est pas obligé de tous faire 100 000 euros en 3 minutes 30. Il y en a très peu qui le font d'ailleurs, je vous rappelle. Donc c'est important je pense de s'en rappeler aussi que il faut laisser aussi du temps pour que les choses se développent naturellement, quoi. Et surtout, pas se mettre la pression en mode « Oh là là, mon business, ça fait 3 mois qu'il est lancé, j'en vis toujours pas. » Bah oui, mais écoute, si t'es peu cher, si t'es maman à côté ou que t'as un salarié à temps plein, c'est normal. Oui. Parce que tu n'y auras pas mis autant de temps, d'énergie que quelqu'un qui fait que ça à temps plein. Parce que t'avais tes priorités et c'est totalement OK. Mais du coup, ne te compare pas à quelqu'un qui n'a pas les mêmes contraintes que toi. Et du coup, c'est important de le rappeler, de ne pas se culpabiliser par rapport à ça et vraiment de dire « Ok, c'est quelle place je donne à ce projet-là dans ma vie, quel temps j'y consacre, quelle énergie j'y consacre et du coup, quels résultats je peux atteindre en fonction de ça. » Et puis même au bout de 3 mois,
même en étant à temps plein dessus, il y en a plein qui ne vivent pas forcément de leur business, et ça veut pas dire pour autant que leur business est voué à l'échec et qu'ils n'arriveront jamais à le développer. Mais effectivement, je pense que ça prend du temps aussi, ces choses-là, et on a tendance à l'oublier beaucoup avec tout ce qu'on voit, je trouve, sur les réseaux sociaux, sur ce côté tout immédiatement, ça doit décoller très très rapidement, sinon c'est que c'est pas normal, sinon c'est que tu fais un truc de travers. Mais non, en fait, ça prend du temps. En réalité, ça prend du temps, du travail, de la stratégie, de la réflexion, avant d'arriver à avoir des résultats. Et c'est normal. Et c'est pas parce qu'on fait quelque chose de travers. C'est vrai qu'on est dans une société qui glorifie le succès rapide, ce qu'on appelle le hustle, donc le fait de travailler très fort, très dur, etc. Je fais partie des gens qui sont convaincus qu'il faut travailler fort et dur au début d'un business pour faire décoller la machine, et qu'ensuite, après, on peut adopter un rythme plus light si on en a envie. Mais effectivement, il faut quand même prendre du recul par rapport au tout vite, tout de suite, maintenant, quoi, tu vois. Et du coup, si tu devais recommencer depuis 0, qu'est-ce que tu ferais différemment en termes d'organisation ? Très bonne question, parce que je me dis toujours, si je devais recommencer à 0, je ferais la même chose si ça me permettait d'avoir les mêmes résultats, tu vois. Forcément. Non, je pense que je délèguerais plus rapidement. Et en même temps, c'est normal d'avoir peur de déléguer, de se dire est-ce que c'est le bon moment, et puis d'avoir peur parce qu'on n'a pas tout à fait les sous et qu'on se dit est-ce que ça va vraiment être rentable et tout. Enfin, c'est parfaitement normal, mais avec le recul, je me dis en fait, Aline, tu aurais pu commencer à déléguer beaucoup plus vite, et donc toi, avoir plus de temps, te concentrer sur les actions sur lesquelles tu as vraiment de valeur ajoutée, et non, tu n'as pas de valeur ajoutée dans le fait de programmer des posts Instagram. Quoi, tu vois. Donc ça, et je dis ça alors que je le fais encore aujourd'hui, donc j'ai un peu honte en même temps. Donc ouais, déléguer plus rapidement. Qu'est-ce qui serait pour toi, du coup, le bon moment pour déléguer ? Tout de suite. Quasiment tout de suite. Non, en vrai, dès que ton business commence à générer un tout petit peu de revenus, il faut tout de suite prendre l'habitude de déléguer pour moi. En fait, pour 2 raisons. La première, c'est que déjà, ça va te dégager très vite du temps. Ça peut même être quelqu'un qui est là 2 heures par semaine, tu vois. Mais déjà, 2 heures par semaine, la personne peut te programmer tes posts Instagram, ton article de blog, répondre à quelques commentaires. Enfin, elle peut faire des trucs. Donc ça, c'est la première raison. Surtout, la deuxième raison, c'est que c'est très dur d'apprendre à déléguer. Dans le sens, apprendre à lâcher prise, trouver la bonne personne, savoir la manager, être pas trop dans le micromanagement et en même temps savoir contrôler, bien lui dire. Enfin, c'est un apprentissage qui prend du temps. Et si tu attends d'être déjà dans le rush, avec déjà une grosse croissance, pour apprendre à être un bon manager, là, il y a un risque d'erreur qui est accru. Alors que si, dès le début, on se force à déléguer, même un tout petit peu, petit pas par petit pas, et ben c'est là, en fait, on va pouvoir rouler sa bosse, apprendre à déléguer, et que le jour où on aura besoin de déléguer à plus grosse échelle, en fait, on aura déjà de l'expérience et ça se passera beaucoup mieux. Donc clairement, moi, je pense que c'est une des choses que je ferais différemment, de déléguer tout de suite pour apprendre à le faire, justement. C'est vrai que c'est quelque chose qui s'apprend et c'est pas facile de lâcher prise là-dessus. C'est affreux, mais pour tout le monde. Pour tous les entrepreneurs, on aime ce qu'on fait, on est persuadé que personne ne le fera aussi bien que nous, et on a bien raison parce que c'est jamais fait aussi bien que... Non mais, enfin, on vit tous les mêmes problèmes, clairement, par rapport à ça. Oui. Et puis c'est notre bébé, c'est dur de lâcher prise. Hein. Ah mais sûr. clairement. Mais oui, ça s'apprend. Petit pas par petit pas. De toute façon, la méthode des petits pas, elle est applicable pour absolument tout dans la vie. Donc, pour ça aussi. C'est une méthode de vie en soi. Du coup, au moment où l'épisode va sortir, donc d'ici quelques jours, on va être en plein dans le lancement de la BSB Academy. Donc, c'est le programme signature que tu ouvres une fois par an pour aider les entrepreneurs à développer leur business. J'y ai participé, moi, sur la première édition, il y a maintenant quasiment 2 ans. Ouh là là. On se rajeunit pas. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire du coup un petit peu plus sur le programme ? À qui est-ce que ça s'adresse ? Comment ça fonctionne ? Surtout que je sais qu'il y a pas mal de choses qui ont changé depuis la première version. En mieux, clairement. Je pense qu'on n'est pas prêt. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? On veut des spoilers. Hein. Pas là pour rien. Ok, d'accord, je donne des informations exclusives qui n'ont pas encore été données sur le programme, rien que pour ton podcast, promis. Donc effectivement, la BSB, c'est, on va dire, ma plus grosse offre actuellement dans mon business, et c'est surtout un programme que j'ai créé que je ne sors qu'une fois par an, parce que j'ai envie déjà d'être là pour accompagner les élèves, je veux que tout le monde avance au même rythme, et surtout, il y a besoin d'avoir une cohérence de groupe, et une dimension d'accompagnement, on en parlera après, ça fait partie des petits spoilers. Donc je veux que tout le monde vive l'expérience en même temps, c'est pour ça que c'est lancé qu'une seule fois par an. Dans ce programme, le but, c'est qu'en 3 mois, j'apprenne aux gens à gérer un business, à mettre en place toutes les stratégies dont ils ont besoin pour faire décoller leur business. Donc c'est aussi bien la communication, le marketing, la vente, la prospection, l'état d'esprit. On parle aussi beaucoup d'organisation et de productivité. C'est devenu d'ailleurs maintenant le bloc 0, donc la toute première chose qu'on travaille ensemble. Je vois que tu es contente, je dis ça, elle a eu un grand sourire. J'ai hâte. Donc ouais, on travaille aussi beaucoup l'organisation et la productivité.
Et mon objectif, c'est vraiment d'autonomiser, de responsabiliser au maximum les entrepreneurs pour qu'ensuite, ils aient un business qui décolle et qu'ils puissent le gérer par eux-mêmes. Donc voilà un petit peu pour la présentation du programme. Et petit spoiler, qui est aussi la grosse nouveauté de cette année dans la BSB, c'est que j'ai mis en place un système de mentoring qui n'était pas présent avant. Donc avant, c'était une formation en ligne avec une communauté, avec des lives, etc. Mais là, dans un souci, on va dire, d'expérience client et surtout de réussite, on veut booster notre taux de réussite encore plus, on a fait appel à des mentors. Donc c'est-à-dire que les élèves vont être répartis en classe, comme au lycée, avec un mentor qui serait comme leur prof principal à la tête de chaque classe. Et ça va faire des petits groupes de 25-35 entrepreneurs maximum. Et en fait, chaque mentor va mentorer forcément sa classe, animer des lives et faire en sorte de suivre les gens à une échelle humaine. Et c'est ça qui était important pour moi, parce qu'on commence à atteindre des niveaux d'élèves à chaque lancement où ça se compte en plusieurs centaines d'élèves. C'est compliqué d'avoir l'œil sur chacun, forcément. Oui. Et donc, c'était important pour moi qu'on ait quand même un système où personne ne se sente noyé dans la masse. Ça donne envie. Moi, j'ai hâte. En tout cas, j'ai trop hâte de voir, en plus, le bloc 0 sur la productivité quand même. Puis bon, tous les autres, puisque tu as fait une refonte complète de la formation. On a fait une refonte complète, ouais. Là, pour cette nouvelle version. Et du coup, petit spoiler aussi, puisqu'on y est sur les spoilers, je ferai partie de l'équipe des mentors de la BSB 2022, du coup. Donc j'aurai l'occasion de devenir prof principale. J'avais jamais pensé que ça arriverait un jour. On te mettra un petit groupe d'élèves qui a bien besoin d'être coaché particulièrement sur les questions d'organisation et de productivité. On va vraiment essayer de trier les classes. Alors, on ne promet rien aux gens, on ne dit pas que vous allez être avec le mentor que vous voulez avoir, mais en fait, on va essayer de trier par affinité, par besoin, c'est-à-dire que les photographes, on les mettra plutôt avec une mentor photographe, que les gens qui ont plutôt besoin de travailler sur leur prospection avec un mentor qui est à l'aise avec ça, pour essayer vraiment d'adapter le profil des élèves au mentor qui va bien avec eux. Trop bien. Ouais. En vrai, j'ai tellement hâte. Et du coup, à qui est-ce que ça s'adresse, la BSB ? Est-ce que c'est des personnes qui débutent tout juste ? Est-ce que c'est pour des personnes plutôt avancées en termes de profil Alors, j'ai un petit peu deux profils types. Le premier profil, c'est des entrepreneurs qui sont déjà lancés, comme je le disais dans l'introduction de l'épisode de podcast, qui ont un business qui marchouille ou qui marchouille pas trop et qui se disent « mais qu'est-ce que je fais mal ? Je ressens le besoin de tout mettre à plat et d'être accompagné pour tout reconstruire de manière claire, nette, précise, de bien faire les choses. » Même si bref, j'aime pas trop cette expression, mais généralement c'est ce qu'on me dit, je veux bien faire les choses, et surtout d'être pris par la main sur le système de A à Z. Profil numéro 1. Profil numéro 2, des gens qui viennent de se lancer et qui se disent moi j'ai pas le temps à perdre, je veux directement avoir le plan d'action, je veux que quelqu'un se soit cassé la tête avant moi à me tracer le chemin, et je veux juste suivre les consignes une à une pour avoir un business qui décolle le plus vite possible. Et ça, la BSB est là pour ça aussi. Clairement. Puis pour avoir fait la première version, on était déjà très bien pris par la main, où il y a effectivement un chemin tout tracé. Il y a du boulot, parce qu'on va pas se mentir, on n'est pas là pour se tourner les pouces, mais clairement, si on fait tout ce qui est proposé et toutes les ressources que tu proposes, franchement, il y a les résultats aussi à la clé, quoi. Est-ce que j'ose te demander de partager toi les résultats que tu as eus avec le programme, ton feedback dessus ? Oui, tu peux oser, il n'y a pas de souci. Moi, du coup, la BSB, je l'ai fait, donc première version, donc c'était la version en septembre-octobre 2020. C'est ça. Donc moi, à cette époque-là, j'étais encore, pareil, j'avais créé un petit blog sur l'organisation pour occuper mes soirées. Et puis voilà, ça commençait un petit peu à avoir un peu de visibilité, mais sans rien, quoi. Enfin, j'avais pas du tout de stratégie business, j'avais pas de produit vraiment, enfin... partais un peu de zéro de ce côté-là, j'avais un blog qui parlait organisation, quoi. Et à la base, je m'étais dit, je rejoins la BSB, je veux structurer un peu les choses, je veux qu'on prenne par la main, je veux savoir comment faire. Et je m'étais dit, ça serait bien, j'aimerais bien quitter mon travail salarié pour être à plein temps sur mon business en mars 2022. Résultat des cours, j'ai décidé du coup 3 mois après la fin de la BSB de finalement quitter mon boulot salarié beaucoup plus tôt, puisque je suis partie en milieu d'année 2021. Et là, sur la demi-année 2021 où j'étais à plein temps dessus, j'ai réussi à dépasser les 54 chiffres d'affaires. Donc, je pense qu'on peut parler de bonne réussite pour cette première année, pour la suite de la BSB. Félicitations. J'adore les success stories, quoi. Et clairement, ça m'a énormément aidée. Et je retourne, d'ailleurs, j'avais repris quelques modules quand j'ai eu d'autres choses à retravailler, notamment quand j'ai retravaillé mon positionnement plus en mode expertise sur Notion. Enfin, il y a les workbooks, les vidéos, etc. C'est vraiment du contenu qui peut servir, en fait, même beaucoup plus tard, on peut y revenir, quoi. C'est pas, on le suit une fois et c'est terminé. Sachant qu'on y a accès à vie
quand on est inscrit. Ah oui, et à toutes les mises à jour. Donc, c'est-à-dire que là, tous les élèves 2020-2021 auront accès à la refonte entière 2022. Et on a hâte. Et je suis contente que tu y retournes parce que je l'ai vraiment imaginé comme une espèce de bibliothèque où tu vas piocher en fait dès que tu as besoin de retravailler un point. Et je sais que même les filles de mon équipe, des fois, elles me disent quand moi, pour mon propre business, parce qu'elles sont toutes aussi indépendantes à côté, j'ai besoin de retravailler mon positionnement, mon client idéal, je vais repiocher dans les modules. Et c'est vraiment comme ça que j'ai voulu le programme, donc très contente. Merci. Et du coup, au niveau des dates de lancement pour les personnes qui écoutent cet épisode, est-ce que tu peux nous dire exactement quand est-ce que ça va être ouvert, quand est-ce que ça ferme? Il ne faut pas rater le coche là, c'est une fois par an, donc... Ouais, c'est une fois par an et puis il faut pas rater la fenêtre de tir, quoi. Alors, les inscriptions, c'est entre le 22 et le 31 mars 2022. 31 mars, 23h59, heure de Paris, je ferme les portes. Et, alors, chez moi, quand je dis je ferme les portes, c'est qu'il n'y a pas de réouverture inopinée 3 jours après, en mode « Ah, on me l'a tellement demandé !» Voilà. Moi, je fais pas ça comme marketing, je dis que je ferme les portes, quoi. Donc ouais, du 22 au 31 mars 2022, maintenant, non, 2022. Oui. Et la prochaine fois sera en 2023. Très bien. Donc voilà, pour les personnes qui écoutent cet épisode le jour de la sortie, dans 2 jours, les portes sont ouvertes. Et je sais qu'à l'occasion du lancement, tu as aussi prévu pas mal de choses. J'ai hâte de voir tout ce qu'il va y avoir. Et notamment, il me semble que tu as prévu des masterclass en live. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Quand est-ce que c'est? Est-ce qu'on a le droit de savoir le sujet aussi? Bah oui, je t'avais promis des exclusivités, tu vois. Alors, effectivement, j'aime bien, dans le cadre de chaque lancement, faire des masterclass en live parce que déjà, ça permet aux gens de venir voir qui je suis. Et déjà ma vibe, parce que tout le monde n'est pas obligé de kiffer la vibe. Je pense que c'est important d'aimer le formateur chez qui on prend une formation parce qu'on va se manger ses vidéos pendant très longtemps. Donc, autant que le courant passe bien. Donc, effectivement, la masterclass de cette année 2022, ça s'appelle Red List, 6 erreurs à corriger tout de suite dans son business pour pouvoir décoller cette année. Et les inscriptions sont ouvertes, en fait, au moment où cet épisode de podcast sera en ligne. Je mettrai tous les liens dans la description de cet épisode. Donc voilà, et puis, généralement, je construis mes masterclass pour que les gens passent un bon moment, en plus d'apprendre des choses. Donc si vous avez envie juste d'avoir un coup de fouet, d'être boosté, même si vous voulez pas acheter la formation, limite, on s'en fout. Mais venez vous enjailler avec nous parce que franchement, c'est trop cool et à chaque fois, c'était vraiment des super moments. Bah moi, je vais pas acheter la formation puisque je l'ai déjà, mais je serai, c'est sûr, à une des masterclass. Rien que pour la playlist de début. Rien que pour ça. Mais voilà, en fait, c'est ça. À chaque fois, en fait, les anciens élèves viennent dans les masterclass et moi, je suis en mode « Mais les gens, vous savez que vous prenez la place d'autres gens parce que les places sont limitées, mais ils sont tous là. » Non, c'est cool, franchement, on se sent supporté, donc merci pour ça. Puis on vient passer un bon moment, on sait que c'est toujours le feu dans le chat, on sait qu'il y aura toujours plein de pépites et plein de choses trop bien, donc venez au masterclass. T'en as prévu 3, c'est ça, hein? Il y a plusieurs dates possibles. Exactement, donc c'est à chaque fois la même, mais je propose effectivement 3 dates et 3 horaires différents live, justement pour m'adapter aux différents fuseaux horaires, puis aussi aux différentes contraintes, organisations, etc. Donc je mettrai le lien dans la description de cet épisode. Si vous écoutez le podcast, donc je crois qu'avant la dernière masterclass, c'est le 29, il me semble. Avant le 29, ouais. Voilà, allez-y, bookez le créneau, venez vous inscrire, et puis même si vous ne pouvez pas être là en live, je pense qu'il y aura un replay quand même qui sera disponible pour les personnes inscrites. Tout à fait. Bon. Parfait. Évidemment. Hashtag organisation, tu vois. Bah oui, forcément. Et du coup, pour clôturer cet épisode, est-ce que tu veux bien nous partager le meilleur conseil en termes de productivité que tu aurais reçu, que tu as lu et que tous les entrepreneurs devraient appliquer d'après toi? Eh bien, c'est le meilleur conseil business tout court que je répète à toutes les sauces. Peut-être que c'est déjà ce que je vais dire, mais qui pour moi est un conseil de productivité en soi. C'est le fameux « mieux vaut fait que parfait » qui, moi, a été mon mantra pendant ma première année de business. Et en fait, pourquoi je dis que c'est un conseil de productivité aussi? Tout simplement parce que généralement, on va passer, mettons, 2 heures à faire une tâche. Et à la fin de ces 2 heures, cette tâche, on va considérer qu'elle est parfaite à 80%. Donc, on va se dire, non, j'ai besoin que tout soit parfait, etc. En fait, on va passer 4 heures minimum à perfectionner les 20% qui restent. Donc, c'est une perte de temps énorme, surtout quand on sait que généralement, c'est jamais assez parfait, on n'est jamais assez content, etc. Donc, le mieux vaut fait que parfait, non seulement c'est un conseil business en mode « vas-y, sors-toi les doigts, c'est le moment, c'est parti », mais surtout, c'est un conseil de productivité. À partir du moment où c'est parfait à 80% dans votre tête, allez-y, sortez le truc, balancez-le. Personne, à part vous, n'aura conscience des 20% manquants. Clairement. Et c'est vrai qu'on peut perdre tellement de temps en mode perfectionniste et puis voilà, à pas oser parce qu'on sait pas, parce que ce sera peut-être pas assez bien, patati patata, alors que en fait les gens, ils cherchent pas la perfection et puis on peut toujours s'améliorer. Et on va s'améliorer, ouais. Avec le temps aussi, on itère, on améliore. Clairement, je savais que t'allais... Je suis pas très originale comme meuf, je sors toujours... Non, en vrai, je le martèle ce conseil. Je le martèle parce que c'est tellement important et j'estime que c'est
le conseil qui a fait que mon business a décollé vite. Parce que je l'ai appliqué à la lettre et je me le répétais tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes. Oui, et c'est comme ça que t'avances, parce qu'en fait, sinon tu peux rester à procrastiner pendant des heures, des jours, des mois, sans oser te lancer parce que ça va pas être parfait. Sauf que, spoiler, ça ne sera jamais parfait, de toute façon. Donc autant le faire, autant y aller, et puis améliorer en cours de route, quoi. Et puis même le temps que ça soit parfait, d'autres personnes l'ont fait à notre place, d'autres personnes ont sorti le contenu, ou alors nous on a même tellement progressé dans notre tête qu'on a qu'une envie, c'est de recommencer à zéro, quoi. Ouais. Donc généralement c'est le serpent qui se mord la queue. Donc un super conseil à appliquer pour tout, dans le business, dans la vie, dans votre organisation, clairement. Mais écoute, merci beaucoup Aline pour tous ces conseils, toutes ces pépites, pour les petites infos en exclusivité sur la BSB. Je mettrai du coup tous les liens dans la description pour rejoindre la BSB, pour les masterclass, pour ton site. Qu'il y a un endroit en particulier où tu veux que je redirige les gens, si ce n'est pour la partie BSB Academy, sur ton site, ton Instagram, tes réseaux, ce que tu préfères. Un seul lien pour pas en balancer 50 milliards en plus. Instagram si vous voulez papoter, faire un retour sur cet épisode, poser des questions. Si à un moment je me suis empêlée les pinceaux, ce qui m'arrive aussi souvent, vous n'avez pas compris quelque chose malgré les talents de reformulation de Milena, vous pouvez venir me faire le feedback sur Instagram. C'est moi qui suis dans les DM, même si des fois Lou, elle m'aide aussi un peu à trier, etc. Mais elle le dit toujours. Bref, venez papoter avec moi sur Instagram avec plaisir. Et si vous avez aussi des questions sur la BSB, Milena est à votre dispo, je pense, on peut le dire. Oui. Ou je le suis aussi. Merci beaucoup à toi pour toutes ces informations, pour ton temps. Et puis du coup, à très vite pour la masterclass de lancement. J'ai hâte de découvrir quelle playlist tu nous as préparée, tu nous as concoctée pour ce début. Une nouvelle, forcément, à chaque fois je la renouvelle. Voilà, rien que pour ça, ça vaut le coup de venir. Merci Milena pour ton invitation, c'était un plaisir. Merci, bye bye.